Bonsoir, c'est encore moi, c'est le printemps, c'est le printemps. C'est le moment opportun pour un petit ménage dans les commentaires. Alors j'en ai choisi trois. Je les ai choisis pour leur banalité, bien honnêtement. Et bon, bah, je m'en excuse semi-sincèrement hein, auprès de leurs auteurs, mais ce sont des commentaires typiques qui reviennent à mon goût quand même trop souvent sous les vidéos qu'on a sur la chaîne. Franchement, confidence, des fois, ça me fait poser des questions. Est-ce que ça vaut bien la peine de continuer si, au bout de 5 ans, c'est pour répondre pour la 7 millième fois aux mêmes remarques de piliers de bar? Des fois, je me tâte et je me tâte de plus en plus. On verra demain s'il fait beau, mais là, franchement, c'est pas super motivant. Le problème, c'est donc cette banalité des commentaires qui reviennent sans cesse. En l'occurrence, ce soir, le thème va être celui de la propriété privée. Alors j'en ai choisi trois parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formellement opposés à ce concept-là, ou au moins qui sont outrés, ou au moins qui le remettent en cause. Pour moi, ça trahit un profond manque de curiosité. C'est le plus triste. Si tu voyais ma face, j'aurais dû mettre la caméra là, mais j'ai la lippe pendante en disant ça. C'est triste parce que ça montre que soit vous ne savez pas du tout de quoi on parle sur cette chaîne, et en plus vous en foutez, vous n'avez pas pris la peine de regarder ne serait-ce qu'une ou deux vidéos sur la chaîne avant de pondre vos commentaires fielleux. Enfin, ils ne sont pas tous fielleux, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Je signale quand même, encore une fois, qu'il y a une adresse, une URL à l'écran, au cœur de la liberté.fr, qui pointe directement sur une playlist de 30 vidéos conçues par mon ami Stéphane Gère, que je salue au passage, et moi-même, et qui font un résumé, une synthèse en 30 vidéos assez courtes de tous les principes qu'on défend ici depuis le début. Donc, pourquoi ça ne vous intéresse pas? Moi, ça me questionne, hein, pour de vrai, quoi. Pourquoi est-ce que ça ne vous intéresse pas? Pourquoi est-ce que vous êtes si plein d'assurance? D'ailleurs, ça me fait penser à moi, il y a une vingtaine d'années, ou même 15 ans. Vous venez ici avec vos commentaires, en bombant le torse et tout, mais à aucun moment, ça ne vous gratte l'arrière du crâne. Mais est-ce qu'il y aurait quand même quelque chose là-dedans qui serait censé, qui tiendrait debout? Je ne sais pas. Personnellement, c'est la démarche que j'ai suivie. Moi, à ton âge, ou disons il y a quelques années, j'étais complètement comme toi, hein. J'ai vécu ce que tu vis. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces vidéos-là. Je l'ai vécu ce que tu vis là. Cet outrage des idées libérales, cette horreur de l'économie de marché, cette répulsion d'une vie sans gouvernement. Je trouvais ça vraiment indéfendable. Et cependant, ayant été quand même intrigué par le fait que des gens sérieux et intelligents faisaient la promotion et font la promotion de ces idées, je me suis quand même intéressé par simple honnêteté intellectuelle. Aussi, il faut bien l'avouer, avec l'espoir de trouver des failles pour pouvoir argumenter à l'apéro avec des gens libéraux et leur dire « Ah ah ah, non, tu as tort, parce que, parce qui, parce que ». Et donc, je me suis pris au jeu, j'ai lu, je me suis renseigné, et là, finalement, bah, ça n'a pas marché, hein. Je n'ai pas trouvé de faille, au contraire, bah, j'ai dû bien me rendre compte, attention à ce que je veux dire, que c'est la seule école économique fiable et qui dit des choses qui correspondent à la réalité, et de même que sur le droit et sur le droit naturel, c'est la seule également qui dit des choses démontrables et donc irréfutables. Les idées anarcapes sont irréfutables, il faut quand même se le mettre dans le crâne. Donc, ça ne t'intrigue pas qu'on puisse dire ça avec autant d'assurance. Rappelle-toi, à l'école, quand on t'a expliqué le théorème de Pythagore. Est-ce qu'on t'a demandé, est-ce que le théorème de Pythagore, ça te plaît? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que tu as envie d'être d'accord avec? Ou est-ce qu'on t'a dit, ben voilà, tu pars de là, tu vas là, tu vas là, donc, paf, la conclusion est que, ben, un triangle, la somme de ses angles, ça fait pi sur 2. Est-ce que c'est une démonstration que tu ne peux pas nier, dont tu ne peux pas nier l'exactitude de la conclusion, en partant bien entendu des axiomes corrects de la géométrie euclidienne? C'est pas une opinion ce truc, c'est une conclusion. Ben, ici c'est pareil, avec les axiomes corrects de ce qui correspond à l'existence humaine, on arrive aux conclusions anarcho-capitalistes. Et ça ne te démange pas l'arrière du crâne de comprendre pourquoi on le dit comme ça.
tu t'en fous. Non, toi, tu viens laisser ton commentaire pour dire que bah non, la propriété, c'est pas gentil. Gna 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 gna. Mais putain, bon bref, en passant, pff, qu'est-ce qui se passerait, cher opposant à la propriété privée, si pendant que tu es en train d'écrire ton commentaire pour me dire que la propriété c'est de la merde, quelqu'un rentre chez toi et te pique l'ordinateur, enfin non, saisit l'ordinateur ou le téléphone sur lequel tu écris tes mots et s'en va avec. Est-ce que tu vas le regarder en disant bah oui, il n'y a pas de problème, c'était de toute façon la propriété de personne, donc il peut bien le prendre, ou est-ce que tu vas être outré et dire ah bah non, c'est le mien? Bon, je pose la question comme ça, hein. On va commencer par répondre aux commentaires, donc sinon je sens que je vais devenir grossier. Alors le premier commentaire, lui, est encore assez sympathique. Il est de S3B4 STI13N-Azerty, donc Sébastien en chiffres Azerty, qui nous dit sous une des vidéos avec Denis Peter, la deuxième d'ailleurs, ça a son intérêt dans ce que je vais dire, qui nous dit la chose suivante: cette discussion est assez lassante, il faut bien le dire, viande tiède, ça c'est moi, à scène de questions, l'intervenant, c'est totalement asymétrique. Alors si c'était assommant comme conversation, ben, je ne peux que m'en désoler et éventuellement présenter des excuses pour être un mauvais, je sais pas, intervieweur ou un mauvais intervenant avec des invités, c'est très possible. Mais c'est vraiment un passe-temps, hein. Moi je ne gagne pas ma vie avec ça, donc bah, je sais pas quoi dire. C'est pas dit que je continue d'ailleurs, donc tu auras peut-être gain de cause, tu n'auras plus à subir mes assommantes questions. Par contre, ou en revanche, la dernière partie de la phrase, c'est totalement asymétrique. Faudrait peut-être pas pousser. C'était la deuxième vidéo avec Denis Peter. On avait déjà eu auparavant une autre conversation qui durait au moins 2 heures, si ce n'est 2 heures et demie, qui parlait exactement des mêmes choses. Et donc, si j'avais proposé à Denis une deuxième conversation, c'était pour appuyer sur les points qui me semblaient et qui étaient objectivement très douteux dans sa théorie communiste de lucratie. Hein, il défend un système, Denis que je salue au passage d'ailleurs, il défend un système qui s'appelle lucratie. Et je voulais en avoir les détails. Et donc si je fais un tir de barrage de questions, c'est parce qu'il y a plein de points, notamment sur le plan économique, qui ne tiennent pas debout. Et encore une fois, ce n'est pas une opinion de ma part. Je veux dire, si en vertu des lois économiques, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout, c'est pas de ma faute. Si en géométrie, tu me dis que ben voilà, ce triangle a 2 angles droits, je vais te dire non. Tu te trompes. Et j'ai pas besoin de mesurer les angles du triangle pour te dire que tu as tort. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le théorème de Pythagore. Bref. Donc la conversation asymétrique, c'est parce que c'était une sorte de deuxième ou de match retour, si tu as envie, dans ton esprit hostile de combattant des idées. C'était un match retour avec les idées de Denis sur Lucratie, et je voulais des réponses, parce que dans mon caractère, en général, quand j'ai une question répondue, comme dirait notre ami des vidéos rigolotes, je n'insiste pas. Mais j'aime savoir de quoi on parle et j'aime avoir des réponses. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je me justifie d'ailleurs, je fais ce que je veux. Alors après, alors qu'il y aurait tant de points à questionner dans l'autre sens. Oui, alors ça c'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Donc si tu avais la curiosité d'aller écouter la vidéo d'avant, je pense que tu n'aurais pas écrit cette phrase-là. Juste une, où s'arrête la propriété? Nulle part. Voilà, c'est quand je parlais de questions de piliers de bar. Si la propriété, on en a parlé pendant 5 heures avec Denis, j'en ai parlé pendant 1000 heures avec plein d'autres gens sur la chaîne, j'en ai parlé tout seul, j'en ai parlé sous la douche, j'en ai parlé à la cantine. La propriété, c'est pas une notion arbitraire, c'est quelque chose qui se déduit. Je ne vais pas refaire toute la démonstration, tu n'as qu'à aller voir la vidéo qui parle de propriété privée dans Au cœur de la liberté. Si la question est simplement pratique, est-ce qu'il y a une limite à la propriété? Bah oui, ça va être tes capacités d'action, mon ami. Tu as un temps limité sur la Terre, en tout cas dans le monde physique tel qu'on le connaît, donc ce dont tu peux être propriétaire va être limité par ce que tu es capable d'acquérir de manière bien sûr honnête, c'est-à-dire par primo-acquisition ou par échange consenti. Maintenant, si la question est plutôt théorique, est-ce qu'il y a une limite théorique à la propriété? Ben non, il n'y en a pas, parce que la propriété, c'est un simple concept, donc on peut l'appliquer à tout ce qui est appropriable, c'est-à-dire tout ce qui est non humain, enfin en tout cas non entité capable d'argumenter. Donc
Donc il n'y a pas de limite et il ne devrait pas y en avoir. Pourquoi il y en aurait? Est-ce que la question est encore sous un autre angle? C'est-à-dire que, ah bah oui, mais si quelqu'un devient le propriétaire de tout, il fera ce qu'il veut. Mais ça revient à la première question. On ne peut pas être propriétaire de tout parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, de toute façon, être propriétaire de tout va amener à la faillite d'une façon ou d'une autre parce que tu ne peux plus échanger avec personne. Enfin, il y a des questions un peu de second ordre là, qui émergent. Donc, il n'y a pas de limite. Et puis, de toute façon, pourquoi cette question? Est-ce que la propriété te dérange à ce point-là que tu voudrais la limiter? Mais c'est pourquoi? C'est un concept, la propriété. C'est comme les nombres entiers. Ils sont infinis. Il y en a un nombre infini. On ne va pas dire qu'il faudrait arrêter les nombres entiers à un certain niveau, quoi. Je ne sais pas, le temps aussi a l'air infini. Je ne sais pas s'il l'est, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que le temps s'arrête. À notre échelle, le temps continue pour toujours. Pourquoi se demander s'il faudrait arrêter ça ou mettre des limites à ça? On ne considère pas, en théorie, en tout cas dans les théories comme la physique, le temps avec une limite. À quoi ça servirait? Je ne comprends pas la question. C'est pour ça que je l'ai raillée. Où s'arrête la propriété? Pourquoi cette question t'interpelle-t-elle? Pourquoi faudrait... Est-ce que ce serait une proposition normative? Il faudrait qu'elle s'arrête? Ou c'est une vraie question honnête? Y aurait-il une limite? Si c'est une question honnête, la réponse elle est simple, c'est non. Le présupposé que chacun est libre ne fonctionne pas, il suffit de regarder Le Monde 2 minutes. Je ne comprends pas le lien entre cette phrase et la précédente et tout le reste, mais bref, il est tard. On est bien d'accord, et c'est bien pour ça que, par exemple, cette chaîne existe. On constate effectivement, même sans y passer 2 minutes, qu'on n'est pas libre du tout. Nous sommes tous le bétail, le cerf, l'esclave d'une entité qui s'appelle l'État et qui a plusieurs épaisseurs qui commencent en général avec la municipalité. On est ses esclaves. Si tu ne les payes pas, ces gens-là, ils te mettent en prison. Ils font ce qu'ils veulent avec toi. Ils ont décidé qu'ils avaient le droit. Donc, non, on n'est pas libre, on s'en rend bien compte. Maintenant, si la remarque est relative à ce qu'on appelle le libre arbitre, alors c'est une autre conversation et je te renvoie à la toute première vidéo de Au cœur de la liberté, la numéro 1, ou peut-être la 2 parce qu'il y a une introduction au début. Fais l'effort d'écouter ce qu'on dit et tu verras que dans ce cas-là, oui, à partir d'un certain développement, enfant, adulte, on est libre. Ça s'appelle le libre arbitre. Maintenant, si la remarque est par rapport à la tentative d'explication que j'ai faite à Denis Peter sur l'éthique de l'argumentation et qui montre qu'on est libre par consentement mutuel, alors ça aussi c'est irréfutable, puisque deux personnes qui veulent régler un conflit ont le choix entre l'argumentation autour du droit de propriété, quoi appartient à qui, avec la chronologie des faits, et là on va trouver le vrai propriétaire de la ressource qui est l'objet du conflit, sans se battre, ou alors on peut effectivement se battre physiquement. Mais si on prend la première option, c'est-à-dire se comporter comme des êtres humains qui font usage de la raison, ça montre que chacun reconnaît l'autre comme libre d'un point de vue souveraineté individuelle, parce que sinon il n'argumenterait pas avec. Tu n'argumentes jamais avec ton four à micro-ondes quand il tombe en panne. Soit tu le jettes, soit tu le répares, mais tu n'essayes pas de le raisonner. Tu agis dessus directement sans lui demander son avis. En revanche, quand tu te disputes avec moi pour savoir à qui appartient cette bière, eh bien là, on peut argumenter qui l'a acheté, d'où elle vient. Est-ce que c'est clair cette fois-ci? Alors que le sujet est des plus intéressants. Je ne te le fais pas dire, toute cette chaîne ne fait que parler de ça. Où se rejoignent et se séparent l'anarcho-capitalisme et l'anarcho-communisme? Eh bien, ils se rejoignent dans anarcho et ils se séparent entre capitalisme et communiste. Lol. Si par anarcho-communisme, on désigne des organisations sociales où chacun adhère volontairement à ce système-là, ça fait un petit point commun avec une société anarcho-capitaliste. Mais en gros, une société anarcho-capitaliste, c'est simplement une société libre qui n'a pas de maître qui s'impose par la force. Donc c'est finalement l'état de nature. C'est l'état de... Je parle de nature civilisée, hein, je ne parle pas de l'état de nature avec les lions et tout ça, quoi.
Donc si on était des gens civilisés et qu'on était débarrassé du parasite qui est l'État, que ce soit le roi, la République ou n'importe quoi, alors on serait une société libre et qui serait par défaut capitaliste. Donc il y a une hiérarchie finalement entre anarcho-capitalisme et anarcho-communisme, c'est que l'anarcho-communisme ne peut exister qu'au sein de l'anarcho-capitalisme. Sur une planète libre, débarrassée de l'État, ou disons, allez, soyons modestes, sur une région libre, un continent, ou même, allez, soyons encore plus modestes, imagine que la France soit libre, il n'y a plus d'État du tout. Il n'y a plus de région, il n'y a plus de municipalité, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'Élysée. Putain, arrête de me faire bander là. En tout cas, il n'y a plus tout ça. Bah, par défaut, c'est anarcho-capitaliste, c'est-à-dire que les gens vont s'organiser en se fournissant des services, y compris régaliens, par l'entremise du marché. Et sur un tel territoire, dans une telle ambiance, il n'y aurait aucun problème à ce que certains se regroupent pour former des communes et fonctionner de manière communiste. Et c'est le seul moyen d'y parvenir d'ailleurs. C'est la seule façon pour le communisme authentique, c'est-à-dire celui qui se revendique dépasser le capitalisme et dépasser l'État, c'est seulement dans ce cadre anarcho-capitaliste qui peut fleurir ce communisme-là, ce communisme non vorace, c'est-à-dire qui ne va pas enfermer les gens et les rendre prisonniers. Ça va être quand même vorace parce qu'il va y avoir des gaspillages énormes vu que les communistes ignorent les lois de l'économie et donc ils vont se planter royalement s'ils s'organisent comme ça, puisque si tu te débarrasses du marché, d'un point de vue allocation des ressources, c'est un petit peu comme conduire la nuit, les yeux bandés, les phares éteints, et espérer ne pas se prendre un arbre. C'est très très difficile. Et en plus, tu roules à 120 à l'heure. À mon avis, ça va mal finir. Et ben, le communisme, c'est ça. Même le communisme libre de l'anarcho-communisme. Donc c'est très très dépendant de l'anarcho-capitalisme tout en étant complètement l'opposé, puisque dans l'anarcho-capitalisme, encore une fois, on fait référence aux lois de l'économie qui sont les déductions faites à partir de l'axiome de base qui est celui de l'action humaine, qui est celui qui dit que même si ça a l'air d'une la palissade, c'est très important, tout individu agit avec un but, c'est une entité téléologique comme on l'appelle, elle agit avec un but et pour atteindre ce but, elle emploie des moyens. Voilà, ça a l'air très con de dire ça encore une fois, mais apparemment on doit le répéter. De cet axiome de base, qui est une évidence, découle plein de choses dont le contenu et le détail est disponible au cœur de la liberté.fr. Et tandis que chez les communistes, on va agir de manière utilitariste en niant l'individu, en ne considérant que le groupe et en faisant des calculs d'utilité, en faisant référence à des valeurs universelles et objectives. Donc j'aimerais bien savoir d'où elles sortent, des échelles de valeurs, je veux dire. Je ne parle pas de la gentillesse, là, je parle fabriquer une chaise, ça vaut 3. Pourquoi? On ne sait pas, on a décidé que ça valait 3 parce qu'on a fait les calculs. Les calculs se basent sur quoi? On a fait les calculs. Moi, c'est pour ça que je posais toutes ces questions à Denis. Parce que lui ou d'autres nous répètent qu'on fait les calculs pour savoir ce qu'il faut produire et tout. Mais comment tu fais tes calculs à partir de quoi? De l'offre et de la demande? Mais ça, c'est le marché. Donc, si c'est que il y a quelque chose qui ne marche pas dans le communisme de manière très profonde, de manière, je dirais, ontologique. C'est dans l'essence même du communisme que d'échouer. Bref, donc je ne sais pas si la réponse est claire. Mais on se rejoint dans le fait que le communisme dépend du capitalisme, sinon il ne peut pas exister de manière libre. Et pour tout le reste, ils sont complètement différents. Et je rajouterais même que l'inverse est bien sûr complètement impossible. Ce territoire communiste, par exemple la France, actuellement c'est un bon exemple, c'est un territoire communiste. Tu ne seras peut-être pas d'accord, tu vas me dire que Macron c'est un libéral, non, enfin un communiste. Mais admettons que ce soit vraiment Mélenchon ou vraiment le communisme dont tu rêves qui est en place en France, je suis à peu près persuadé, là je fais de la projection par contre, c'est pas une déduction, mais je vois pas comment ce serait possible autrement, que le Comintern, le comité central du communisme français, interdirait des poches de terrain libre anarcho-capitalistes. Ils interdiraient ça, puis ce serait goulag, esclaves, KGB, tout ce que tu veux, quoi. Puisqu'ils ont fait les calculs et que ces calculs s'imposent à tous.
puisqu'ils nient l'individu et que seul le groupe existe pour eux. Il n'y a pas vraiment de différence entre un anarcho-communiste ou un communiste tout court et puis un nationaliste ou un mec comme ça. Ce sont des gens tous qui ne raisonnent que par le groupe, la nation, le machin, le bidule, la tribu, et qui n'ont aucune référence à l'individu. Voilà, digression, mais c'est parce qu'il est tard. La question de la propriété est pourtant centrale. Mais je ne te le fais pas dire, hein. On n'en a parlé que pendant 5 heures avec Denis, et puis pendant des centaines d'heures avec d'autres personnes. Donc, sur le plan de la propriété, l'anarcho-capitalisme, c'est la meilleure manière de la mettre en avant, de la faire fructifier, et en fait, c'est la base de l'anarcho-capitalisme, c'est la propriété privée. C'est grâce à ça, justement, qu'on peut établir un marché qui permet tu vois, par exemple, d'établir des prix. Le prix, c'est une information de marché entre l'offre et la demande. Ça représente la tension entre les deux. Plus le prix est élevé, plus il y a une tension, une demande qui risque d'être forte. Tu comprends un peu le concept d'offre et de demande? Eh ben, la propriété permet cela. Et grâce à ce mécanisme de prix et de profit et tout ce que tu détestes, on peut savoir où il est urgent de canaliser des ressources. Par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un tremblement de terre et que soudain on manque d'eau et de vivres, les prix, grâce à un marché libre, hein, se mettent à augmenter parce que la raréfaction des ressources à cause de la catastrophe fait que les prix montent. Ça, c'est la demande qui augmente et l'offre qui descend. Ça fait des marges de profit qui augmentent. Ça incite les gens autour à venir apporter leurs ressources parce qu'ils voient qu'ils ont des possibilités de profit plus importantes en se déplaçant vers la zone sinistrée qu'en restant chez eux à faire du commerce comme d'habitude. Donc ils vont sûrement le faire. Et à ce moment-là, les prix vont rebaisser parce que quand la demande augmente, le prix baisse. Quand il rencontre l'offre, le prix se rétablit à un niveau plus ou moins normal. Et donc, le signal qui a fait drainer des ressources d'un point A vers un point B quand le point B a des problèmes, c'est le prix. Et donc, le prix, lui, il ne peut découler que de la propriété. Donc, voilà le pivot de la société capitaliste. Alors que dans le communisme, vu qu'on ne peut plus définir de prix puisqu'il n'y a plus de propriété, ben, comment tu fais pour savoir s'il faut vraiment amener beaucoup de vivres dans tel endroit sinistré, ou énormément, ou juste un peu plus que d'habitude, vu que tu n'as aucun signal de prix? Tu vois un peu la démarche? Le prix et le profit, ce n'est pas qu'une histoire de grippe-sous qui veut se remplir les poches sur le dos des travailleurs. C'est une information qui permet instantanément à tout moment de savoir où les ressources sont les plus en demande et les plus nécessaires. Sans prix, on va droit au gaspillage ou à la pénurie. Soit tu vas en faire trop, soit tu vas en faire pas assez. La seule manière d'en faire juste comme il faut, c'est de t'ajuster avec les prix. Bref, je m'attendais à un échange constructif quand Viande Tiède n'arrive pas à sortir d'une démarche sacrificielle. Tant pis pour le communisme. Ah oui, tant pis pour le communisme, je suis bien d'accord. Je ne vois pas en quoi j'ai été sacrificiel. Moi, je veux bien que tu m'expliques. Je n'ai pas, je ne pense pas, en tout cas, avoir désigné de bouc émissaire à quoi que ce soit dans cette histoire. Je n'ai fait que critiquer des idées fausses. Est-ce que quelqu'un qui dirait que 2 plus 2 égale 5, ce serait de le sacrifier que de lui dire que non, il se trompe, ça fait 4? J'aime bien qu'on me sorte des objections qui ont un petit peu de la substance et de la viande. Mais en l'occurrence, franchement, je ne comprends pas trop où tu veux en venir là. Si poser des questions contradictoires et opposer des conclusions irréfutables à des propositions qui sont très discutables, c'est sacrificiel, alors d'accord. Mais c'est pas du tout, à mon avis, ce qui s'est passé, parce que, encore une fois, si on me dit que 2 plus 2 égale 5, je vais dire non, ça fait 4, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Deuxième commentaire de Yann Éperon 6296, qui lui est de meilleure foi et qui est un petit peu moins tranchant dans son jugement. Je le remercie pour ça. Allons-y directement. Donc là, il nous parle, encore une fois, par rapport aux discussions avec Denis Peter sur la propriété, d'une récusation du principe de homesteading. C'est un long commentaire, mais qui finalement développe en 3 ou 4 paragraphes à chaque fois une idée un peu similaire.
On ne va pas tout lire, mais c'est juste pour donner une idée de la saveur de la chose. Donc voilà, c'est le prolongement de ce droit naturel au bien qui fait ici débat et l'argumentation de Locke qu'il récuse. Donc là, c'est effectivement Denis qui récuse le homesteading, c'est-à-dire la primo-appropriation qui a été mise sur le tapis par John Locke. D'ailleurs, cet argument du transfert d'énergie me semble bien discutable. Alors à ça, je suis bien d'accord et personne n'a parlé de ça. Hein. C'est pas l'énergie transférée. Si j'ai dit ça, je pense que ma langue a fourché ou j'ai parlé trop vite. C'est pas le transfert d'énergie qui est en cause ici ou qui est la raison qu'on peut parler de primo-appropriation. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit après. S'il suffisait de transmettre son énergie à la ressource pour en devenir légitime propriétaire, le premier humain aurait propriétaire de toute la Terre. Donc ça, c'est un peu, cette deuxième phrase, c'est un peu la même idée qui est répétée plusieurs fois derrière. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas ça qu'on dit quand on parle de primo-appropriation. Quand une ressource est sans propriétaire, une ressource est donc naturelle, tu peux parler d'une pomme, tu peux parler d'une clairière dans un bois, du bois lui-même, tu peux parler d'une vache d'ailleurs. Ce qui fait qu'elle peut devenir la propriété de quelqu'un, c'est pas que ce quelqu'un lui transmet de l'énergie, parce qu'en soi, je pourrais simplement la faire exploser avec un bâton de dynamite. Remarque, d'une certaine manière, ce serait aussi en être propriétaire, ça. C'est pas faux. Mais c'est l'usage de la chose, l'usage prouvé et démontré et délimité qui fait que ça devient une propriété, et ce, parce que ça devient une extension de ton corps. Si on nie la primo-appropriation, il faudrait commencer par nier l'usage de tes propres organes. En tant que personne, tu es le premier, Yann, à utiliser ton cœur. Chronologiquement, tu as été le premier à utiliser ton cœur, ton foie, ton cerveau, tes yeux. Bon, je vais faire toute la liste. Donc, si on nie la primo-appropriation, alors je peux venir chez toi et te prendre un rein. C'est d'ailleurs une objection que j'ai faite à Denis plusieurs fois et j'ai pas vraiment entendu de réponse à ça. Sauf qu'il m'a dit que si, parce qu'il y a une question d'utilitarisme là-dedans qui fait que le rein a des points. Enfin bon, je vais pas essayer de faire des paraphrases d'un truc que j'ai un petit peu oublié. Mais si on est opposé à la primo-appropriation, le homesteading, alors je peux venir chez toi prendre un rein si j'en ai besoin. Et tu peux pas dire non. Parce qu'en vertu de quoi tu dirais non? Avec deux reins, tu vis très bien, mais avec un rein, tu vis bien aussi. Hein. Bon, peut-être moins bien, mais n'empêche que moi, si j'ai besoin d'un rein et que je vais mourir, j'en ai plus besoin que toi de ton deuxième rein. Donc pourquoi je ne le prendrais pas? C'est pas une question de besoin, la propriété. Le droit de propriété, c'est pas une question de besoin. C'est une question de primo-appropriation et d'échange consenti avec un ancien propriétaire. Tu as deux manières de devenir propriétaire, hein, pour refaire le petit laïus. Soit tu deviens propriétaire de quelque chose qui n'avait pas de propriété auparavant, comme tes organes. Donc si je me présente devant une pomme qui est dans la forêt et que je la saisis, c'est ma propriété, parce que personne d'autre n'a de meilleures revendications sur cette pomme que moi. Chronologiquement, cette pomme que j'ai ramassée, ou je ne sais pas, cette clairière que j'ai dégagée au milieu d'une forêt, c'est pas parce que c'est mon énergie qui est dedans que ça m'appartient, c'est parce que en faisant ça, j'essayais d'obtenir un but pour améliorer ma vie, puisque j'agis en fonction d'un but, hein, comme on l'a dit il y a 5 minutes. Et donc, quand je fais ce travail-là, j'étends mon corps à la nature qui m'environne, et ça devient quelque chose qui est une extension de moi-même. Peut-être que c'est comme ça que tu as interprété le transfert d'énergie, mais c'est une extension de moi, comme mes organes vitaux ou non vitaux sont des extensions de ce qu'on appelle ma personne. Et c'est pareil pour toi. Donc c'est pas qu'il suffit de transmettre son énergie à la ressource, c'est qu'il faut démontrer son usage et avoir mis une frontière autour, justement. En ce qui concerne ton corps humain, c'est ton corps, il a la peau qui retient toute la viande à l'intérieur, et tout ce qu'il y a dessus, les poils et tout, c'est tout attaché, donc on voit bien la limite, et on va considérer que c'est à toi, parce que tu es le premier à en faire usage, depuis toujours. Et quiconque essaie de t'en prendre un morceau, ou de s'en servir contre ton gré,
je ne vais pas faire d'allusion scabreuse, eh ben, ça s'appelle du viol, ça s'appelle de la torture, ça s'appelle je ne sais pas comment, mais ça ne peut pas s'appeler quelque chose de légitime, c'est un crime forcément, et ça, instinctivement, tu vas le comprendre. Si j'essaie de te prendre ton rein contre ton gré, tu vas tout de suite comprendre la notion de primo-appropriation, je pense. Et donc, il ne s'agit pas d'un simple transfert d'énergie. Et quand je vois la phrase d'après, je peux comprendre d'où ça vient, parce qu'en ayant posé un premier pied sur le sol, par simple propagation de l'onde de choc, on pourrait effectivement devenir propriétaire. Si c'est un simple transfert d'énergie qui était le critère, on pourrait devenir propriétaire de toute une planète, de toute la Lune. Justement, non. Si j'arrive le premier sur la Lune, et d'ailleurs je ne suis pas le premier, il y a déjà des gens qui y sont allés, eh ben, je vais devenir propriétaire de ce que je décide de m'approprier et que je démontre que je peux me l'approprier parce que j'ai mis des ressources dessus, j'ai mis du temps. Et ce n'est pas le temps ou l'énergie en eux-mêmes, c'est le fait que ça devient l'extension de mon activité qui est l'extension de mon corps. Et donc pour être propriétaire d'un morceau de la Lune, il faut que je plante ma base, qu'éventuellement je mette une barrière, ou je sais pas, ou que je mette des fanions, enfin... Et je ne peux pas simplement mettre un petit fanion et dire toute la Lune est à moi. Il faut que je montre un usage parce que ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la capacité pratique d'exploiter, on va dire, je sais pas, je dis au pif, 1 km² de la Lune, avec mes petits tracteurs et mes petits machins. Je peux très bien déclarer que toute la Lune est à moi. Ça, effectivement, je peux le dire, je peux proclamer à tout le monde, regardez, la Lune entière est à moi maintenant. Cependant, si une deuxième personne arrive et s'installe à 5 km de là, qu'est-ce que je peux revendiquer de plus qu'elle sur cette portion de Lune que je n'ai jamais visitée, sur laquelle je n'ai jamais été, et sur laquelle je n'ai pas mis ma marque, et sur laquelle donc finalement mon corps ne s'est pas étendu. On ne devient pas propriétaire par simple décret. Il y a un autre exemple comme ça qu'on utilise souvent, c'est la boîte de soupe qu'on déverse dans l'océan Atlantique. Si j'ouvre une boîte de soupe de tomates et que je la verse comme ça là, au bord de l'océan, est-ce que je deviens propriétaire de tout l'océan Atlantique? Bah non. À la limite, vraiment à la limite, si c'est un morceau de plage ou quoi qui appartient à personne, tu peux revendiquer le mètre carré autour de ta boîte de conserve. Ça, c'est plus ou moins fluctuant en fonction des normes, de la culture locale, etc. Tu peux revendiquer la propriété de quelque chose qui n'a pas encore approprié par quelqu'un dans le rayon d'action dans lequel tu as prouvé que tu avais agi sur cette propriété, enfin sur ce terrain. On l'a dit plusieurs fois déjà, ça. Mais voilà, donc après, il y a d'autres exemples avec propriétaire de l'air au premier son émis. On ne peut pas être propriétaire de l'air sur la planète pour une bonne raison, c'est qu'il y en a trop. La propriété n'a de sens que pour les ressources qui sont en pénurie, c'est-à-dire qu'il y en a moins que la demande. L'offre est inférieure à la demande. Jusqu'à maintenant, l'air est en quantité supérieure à la demande. Pour l'instant, depuis que l'homme existe dans cette atmosphère, justement, on a tous pu respirer sans avoir à se priver pour les autres. Je ne parle pas des gens qui font de la plongée sous-marine ou qui vont dans l'espace. Hein. Et c'est là que tu te aperçois que, en cas de plongée sous-marine ou quand on va dans l'espace, l'air devient justement une ressource en pénurie. Et là, elle vaut quelque chose et on peut revendiquer sa propriété. Mais devenir propriétaire de l'air, ça n'a pas de sens parce que tout le monde s'en fout. Si jamais tu décrètes que je t'ai volé l'air dont tu te déclares propriétaire, la chose qu'il faudrait juger, c'est combien je t'en ai pris. Et si oui, si le juge déclare que je suis coupable de vol d'air, eh ben, je devais te le rendre, l'air que je t'ai pris. Comment est-ce que je vais te rendre quelque chose que tu possèdes déjà parce qu'il y en a beaucoup trop? Enfin, pas trop, il n'y en a jamais trop, mais il y en a plus que nécessaire pour qu'on respire tous comme il faut et que la vie se développe. On ne peut pas être propriétaire de quelque chose qui n'est pas un bien économique. C'est même très intimement lié, les deux. D'ailleurs, tu remarqueras qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen de taxer l'air, hein, sinon on le serait déjà au courant.
Donc, Yann nous fait cette remarque-là. Il continue en disant que ça semble caricatural, évidemment, mais c'est pour appuyer mon objection à l'idée qu'un transfert d'énergie implique ipso facto une extension de sa propriété. Eh ben non, c'est pas le transfert d'énergie en lui-même, c'est le fait qu'on a prouvé qu'on avait étendu, disons, son activité, son corps à une surface, par exemple. Ça peut être un trou aussi, hein. Si j'ai creusé un trou et que j'ai mis un titre de propriété dessus, bah c'est mon trou, tu peux rien, quoi. Il faut bien sûr que ce soit un trou chez quelqu'un, pardon, chez personne, justement, et non pas un trou dans ton jardin. Parce que si je fais un trou dans ton jardin, est-ce que tu vas venir et dire, bah non, c'est chez moi? Et tu peux pas avoir les deux, là, il faut choisir. Est-ce que tu es contre l'idée de jardin, d'ailleurs? On pourra affiner l'idée lorsqu'en affirmant qu'il faut que la ressource soit modifiée par l'application d'énergie sans retour naturel à l'état initial. Je ne sais pas pourquoi non. Simplement, il faut marquer l'usage de la chose. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément la modifier. En général, oui, on la modifie. Bon, alors donc, jeter un caillou dans le lac ne fera pas propriétaire du lac. C'est ce que je disais avec la soupe. Donc, non, non. Si tu jettes un caillou dans un lac, tu es propriétaire de rien du tout. Tu peux être propriétaire du lac en aménageant le lac, en mettant un guichet à l'entrée, j'en sais rien, un parking, enfin, tu vois, en montrant que tu t'en occupes. Mais jeter une caillasse dans le lac, je vois pas pourquoi ce serait un acte d'affirmation de la propriété. Enfin, tu peux, encore une fois, toujours l'affirmer, mais ça n'en fait pas un droit. Donc ensuite, on répète souvent la même idée. Donc si je coupe une planche, je suis propriétaire que de la sûre. Enfin, si je coupe un arbre, blablabla, blablabla. Autre point, rigoureusement, l'idée même que je deviendrais propriétaire d'une ressource altérée intentionnellement à des fins productives me semble bien discutable. Pourquoi? C'est pour ça aussi que je disais que est-ce que cette chaîne vaut bien la peine? Parce que j'ai l'impression de mal expliquer, parce que ça, on a discuté vraiment d'innombrables fois. Donc, soit c'est pas clair comment on le fait, il faut arrêter, ou je sais pas, ou les gens ne sont pas perméables à ce genre de raisonnement. Premièrement, il faut admettre que mon énergie, une fois transmise à l'objet, reste la mienne, alors qu'on peut aussi l'interpréter comme une cession de son énergie à l'environnement en échange d'une utilité. On n'échange rien avec l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose. Toi, tu es une personne. On n'échange qu'avec des personnes et on se sert de l'environnement. L'environnement n'a aucun droit, n'a aucune notion de propriété, justement. Une montagne n'est pas propriétaire de ce qui est sur elle, ou inversement, un arbre n'est pas propriétaire de la montagne sur laquelle il vit. J'en sais rien comment t'expliquer ça, mais il n'y a pas d'échange avec l'environnement. On ne cède rien à l'environnement. On envoie de l'énergie dans la terre quand on creuse un trou, mais c'est pas une cession, c'est quelque chose qui est inéluctable parce que le monde est physiquement tel qu'il est. Mais c'est pas une volonté d'échange, c'est pas un échange économique. Ensuite, même en admettant qu'elle reste mienne, je serai alors propriétaire de cette énergie qui est en faible partie intégrée à la ressource et en grande partie dissipée sous forme de chaleur. Donc rigoureusement, je ne devrais, en admettant que mon énergie n'a pas été échangée contre une utilité parce qu'un échange avec un arbre ne compterait pas, il n'a pas d'aide, c'est ce que je viens de dire, n'être propriétaire que des parties de la ressource dont le niveau d'énergie a augmenté, accumulation d'énergie élastique, mécanique ou chimique. Mais pourquoi parler d'énergie, putain? C'est quoi le rapport avec l'énergie, là? Moi, je te parle d'échange économique, c'est-à-dire par consentement mutuel avec des gens, ou par primo-appropriation de choses. La propriété, c'est quelque chose d'humain, en tout cas qui découle du fait qu'une créature est capable d'argumenter de cette manière-là. Si demain les poules étaient capables de discuter avec nous et d'argumenter, on serait obligé de cesser de les bouffer parce que justement elles étaient capables de concevoir tout ça, elles auraient des droits finalement. C'est pas le cas pour l'instant. D'ailleurs, il y a une très bonne BD, je l'ai déjà dit ça, mais il y a une bonne BD qui parle de ça, où les poules se mettent à devenir intelligentes et à causer avec nous. Malheureusement, les conclusions de la BD sont moins intéressantes que ce que les prémices laissaient espérer. Donc rigoureusement, si je vais employer ton terme, Yann, tu ne devrais être propriétaire que des choses que tu t'appropries en premier. Ça s'arrête là. C'est pas une question d'énergie, c'est une question de démonstration, d'utilisation pérenne, on va dire. Enfin, pérenne, c'est encore un bien grand mot. Mais si tu
cultives un potager, tu es manifeste sur un terrain qui n'appartient à personne, tu deviens par la force des choses la personne qui a la meilleure revendication sur ce potager. Explique-moi pourquoi le deuxième arrivant devrait avoir autant de droits que toi, c'est-à-dire, le droit c'est quoi? C'est modifier la chose, hein. Un droit c'est agir sur quelque chose, c'est faire quelque chose avec quelque chose. Être propriétaire c'est le droit de modifier. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui arriverait après toi, alors que tu as déjà planté tes carottes, aurait le droit, autant que toi, par exemple, de prendre les carottes qui ont poussé dans le sol? Ça ne tient pas debout. On ne peut pas être propriétaire, un deuxième arrivant ne peut pas être propriétaire. Je ne vois pas comment ça peut être concevable. Sinon, moi, je viens prendre terrain, encore une fois. Tu as fait pousser terrain en mangeant, en grandissant, puis en les maintenant en bon état parce que tu fais du sport et tu te nourris correctement. Donc, tu as des bons reins. Moi, j'en veux un. C'est pareil que les carottes de ton potager. Tu as fait pousser tes reins, tu as fait pousser tes carottes. Une deuxième personne, si elle avait des droits équivalents, elle pourrait aussi te prendre terrain. Donc c'est quand même un petit peu absurde, non? Surtout qu'à un moment donné, il y a une question de survie aussi. C'est-à-dire que si ta seule propriété, ce sont tes carottes, et que je te les subtilise, tu vas mourir de faim. Quand je parle d'extension du corps dans ces carottes, c'est pas simplement une vue de l'esprit, ça devient aussi une vue très très concrète quand tu as besoin de te nourrir. Si tu n'as plus tes carottes, qui sont nécessaires comme combustible à ton corps, ça va mal finir. Il est donc logique que la première personne qui s'occupe de ce potager et qui fait pousser des carottes en soit le décisionnaire ultime, c'est-à-dire le propriétaire. Il décide ce qui se passe avec ses carottes. En tout cas, il faut arrêter de parler d'énergie ou d'entropie, de ces machins-là. Je ne vois pas le rapport avec le droit. Et la propriété, ce n'est qu'une question de droit. Ce n'est pas une question de chimie ou d'entropie, de physique, d'électrons. C'est une question de droit entre individus capables d'argumenter. Ce n'est pas autre chose. On pourrait faire fi de tout ça. On pourrait faire comme les animaux et s'entrebouffer dès qu'on a le moindre besoin. T'as les vaches qui broutent et t'as les tigres qui viennent bouffer les vaches. Et puis voilà, on discute de rien, on négocie rien, on n'argumente rien. Et puis il n'y a pas de propriété. Il y a juste des créatures qui meurent, d'autres qui ne meurent pas ou qui meurent plus tard. Maintenant, si on veut passer au stade de la civilisation, alors on parle de propriété pour ne pas avoir à se bouffer la gueule quand on a des besoins à satisfaire. On s'échange des choses pour s'échanger des choses de manière pacifique, parce que c'est plus profitable, c'est plus pérenne comme façon de faire, c'est plus paisible, c'est plus intéressant et c'est plus jouissif. Pour toutes ces raisons-là, on va argumenter autour du droit de propriété pour éviter de se battre. Et donc, c'est un choix à faire, hein, bien entendu. Moi, je ne t'empêche pas de considérer comme un ours et d'essayer d'attraper tout ce qui passe. Mais alors après, ne viens pas te plaindre si tu te prends un coup de fusil. C'est Étienne Chouard qui, l'an dernier, lors de nos conversations, avait dit que la démocratie, même celle qu'il n'aime pas, qui est celle de l'élection, était quand même un progrès par rapport à une simple guerre physique où les gens s'entretuent pour avoir le pouvoir, puisque là, on simule le combat par l'intermédiaire de bulletins de vote, et donc c'est déjà moins sanglant, et c'est un progrès vers plus de paix et moins de souffrance physique en temps réel. Pourquoi pas? Mais dans ce même ordre d'idée, il faut admettre alors que la doctrine anarcho-capitaliste est un encore plus grand progrès, puisque au lieu de remplacer la guerre des fusils par la guerre des bulletins de vote, on va remplacer la guerre par la paix, par la civilisation et par l'échange, et donc par le commerce. Le commerce, c'est la paix, l'État, c'est la guerre. Troisième commentaire de Anachronique 2877 qui me cite en réponse à un de ses commentaires précédents, je crois à propos d'immigration, si je me rappelle bien. Donc la réponse que je lui fais pour dire qu'on n'a pas besoin de politique d'immigration dans un monde libre,
Je lui répondais que c'est l'individu qui agit, qui immigre et qui trouve un logement, qui travaille, etc., en échangeant librement avec d'autres, pour souligner que c'est l'individu qui agit et non le groupe, justement. Il répond anachronique, en dépit du premier mot, cette phrase résume votre pensée. Oui, c'est moi qui l'ai écrite, donc j'espère qu'elle représente bien ma pensée. Ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est en dépit du premier mot. C'est vraiment à cause du premier mot que ça représente ma pensée, et c'est à cause du premier mot, l'individu, que j'écris ça et que je pense ça, quoi. En dépit du premier mot, c'est très obscur ça. Pourquoi en dépit du premier mot? L'individu que vous soulignez est justement un consommateur. Alors, l'individu que je souligne, c'est pas simplement un mot, c'est un concept, ça s'appelle l'individualisme méthodologique. C'est la seule axiomatique raisonnable pour parler d'économie et de sciences sociales en général. Et donc, l'individu que je souligne, c'est l'individu qui agit dans toutes les sphères de la vie. C'est pas juste un consommateur. En revanche, c'est aussi un consommateur. C'est au minimum un consommateur. Parce que pour vivre, l'activité minimale, c'est de consommer. Tu es obligé de manger, de boire et de dormir, donc d'avoir une surface, disons, raisonnable pour pouvoir t'endormir. Tu es obligé de consommer tout ça, sinon tu ne peux pas vivre. Donc, tu as un plancher d'activité qui est la consommation. Dessus, tu fais pousser ce que tu veux, mon petit gars. Tu peux devenir aussi bien astronaute que clodo ou ministre. Il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Tu peux devenir imam si ça te chante. Tu peux devenir chanteuse lesbienne, je m'en fous. Tu seras tout le temps un consommateur, mais tu ne seras pas que ça, tu seras plus. Tu comprends un peu la notion de plus? Moi, je ne réduis pas les gens à la consommation, je décris ce qu'ils font dans ce genre de contexte économique ou dans ce contexte social, en l'occurrence l'immigration. Et l'individu agit, immigre, trouve un logement, trouve un travail. Qu'est-ce que tu trouves à redire à ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne fait que ça, bordel de merde. Il est donc interchangeable. Alors là, c'est médaille d'or. C'est tout le contraire. Ça, c'est l'exemple typique du commentateur avarié qui ne sait absolument pas ce qui se passe sur cette chaîne, qui n'a jamais mis les pieds dans le moindre texte de droit ou d'économie. Je parle de droit naturel, je ne parle pas du code civil de mes deux. C'est quelqu'un qui ne sait rien, mais qui sait quand même tout et qui m'explique ce que je dis alors qu'il ne le comprend pas. J'adore. Il est donc interchangeable. Mais mon cul aussi est interchangeable. C'est tout le contraire. Dans la philosophie libertarienne, personne n'est interchangeable avec personne d'autre. Tout le monde est différent et c'est pour cela qu'il y a l'individualisme méthodologique. On n'est pas des termites. Et c'est pour cela qu'il y a de l'échange économique, parce que justement on est différent et qu'on a des capacités différentes, des valeurs différentes, et c'est pour ça qu'on peut s'échanger des choses. Si on était tous interchangeables, on n'échangerait jamais rien. Quel intérêt? T'as une chemise bleue, j'ai la même. On se les échange? Ah ouais, ce serait une bonne idée. Tu vois un peu la débilité de ce que tu dis, mon petit anachronique? Et il continue, si on la couple avec cette autre phrase, il y a aussi des différences de religion, de mode et de coiffure, quelle importance? Mais je m'en doutais. Il comprend décidément pas du tout le sens de ma répartie. Alors, par charité, je vais réexpliquer, parce que quand on a des handicapés en face de soi, il faut quand même bien les traiter, c'est pas de leur faute toujours, hein. Quand je dis qu'il y a des différences de religion, de coiffure, que ça n'a pas d'importance, j'ai pas dit que ça ne devait pas en avoir pour toi. Au contraire, quand je demande quelle importance, c'est que du moment qu'il y a acceptation de part et d'autre, ça prouve qu'il n'y a plus de dissension, en tout cas que les dimensions accessoires ne sont plus importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais à la boulangerie et que le boulanger accepte ma monnaie contre son pain, c'est qu'il a passé outre le fait que je suis peut-être d'une religion différente de la sienne qui lui déplairait, ou que j'ai des goûts musicaux qui lui déplairaient. Il a quand même trouvé suffisamment d'intérêt dans l'interaction pour échanger avec moi, et ça s'est fait pacifiquement. Donc, quelle importance accorder au reste des différences qui séparent les gens ou les communautés du moment qu'il y a des interactions consenties entre elles? Est-ce que tu saisis, anachronique, ce que j'essaie d'expliquer tortueusement là?
Bah, je te parle comme un enfant de 5 ans parce que je ne sais plus comment faire à ce niveau-là, quoi. Le problème de l'immigration actuellement, c'est qu'elle est imposée, réglementée et puis soviétisée, ce qui fait qu'on se retrouve dans certains pays avec des masses de gens qui sont finalement subventionnés par le reste de la population contre leur gré. Quand je dis quelle importance, c'est pas dans ce niveau-là. Là, c'est très important parce que justement, l'assentiment et le consentement des gens qui sont censés accueillir les immigrés n'est pas requis. C'est fait de force. Donc ça pourrit les relations sociales parce que ce n'est pas consenti. Ça pourrit l'économie parce que c'est un drain sur les forces productives qui sont obligées de financer ces trucs-là. Alors que dans une société libre, ça n'a plus d'importance parce que seules les relations consenties ont lieu, puisqu'il n'y a plus d'autorité suprême, de parasite qui s'appelle l'État pour imposer des relations non consenties. Je ne sais pas, je viens de répéter encore la même chose. Est-ce que je dois le faire une troisième façon? Je ne sais pas, dis-moi. Là, je commence vraiment à douter de moi-même. Après, il continue, et là, vous dites une énormité sans pour autant apporter une réponse à la question. Les guerres sont exclusivement des manifestations du collectivisme étatique. C'est n'importe quoi, une guerre est déclenchée avant toute chose, par un ou plusieurs groupes d'individus collectivisés ou non pour atteindre des objectifs communs, à l'image de ce qui se passe au Sahel actuellement. Nul État ici. Là, on retombe dans le sophisme du type Somalie, hein, en gros. Honnêtement, je ne suis pas allé chercher ce qui se passe au Sahel, parce que, bien franchement, ça m'intéresse moyen. Il doit sûrement se passer des atrocités, et je n'ai pas besoin d'avoir des nouvelles d'atrocités supplémentaires dans ma tête. Mais je suppose qu'il y a des gens qui se font des guerres. J'ai dit que ce sont exclusivement des manifestations de collectivisme étatique, et lui il répond non, 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 ce sont des manifestations, des événements d'individus collectivisés. Donc il me dit non, moi je dis c'est collectivisme, il dit non, c'est collectivisé. Bon, lol. Pour atteindre des objectifs communs. Donc il me dit non parce que je dis la même chose que lui en gros, quoi. Alors la nuance, il va me dire nul État ici. Mais si, mon petit gars, c'est la définition d'un État. L'État, c'est la mafia qui a réussi, c'est le groupe terroriste qui a réussi. Donc si au Sahel, il y a des groupes terroristes qui se battent pour prendre possession du terrain, c'est exactement ça, c'est comme une guerre civile. Il y en a qui essayent de devenir l'État et qui se croient légitimes ou qui pensent avoir la force pour devenir l'État. Donc c'est une démonstration d'une activité étatique. Une guerre, c'est tout le temps étatique. Quand la mafia fait la guerre à une autre mafia dans le privé, là, tu sais, t'as les Hells Angels qui attaquent, je sais pas qui, là, un autre gang de merde. On a souvent ça à Montréal. Là, ça devient une guerre de gangs très limitée. Tu remarques qu'ils ne bombardent pas la ville en entier. Déjà, ils ont sûrement peut-être peur du troisième gang qui les domine tous, qui s'appelle la police, ou en tout cas qui est à leur service. Je ne sais pas quelles sont leurs relations étroites, mais en tout cas, ils en ont. Mais en tout cas, ils vont mesurer ça à la hauteur de leurs ressources. Et ça ne peut jamais dégénérer en génocide, comme ce que se passe peut-être actuellement au Sahel, qui, eux, pillent la population pour pouvoir faire la guerre. Je te rappelle que la guerre, si on dit que c'est une activité d'État, c'est que quand on appelle ça une guerre, c'est-à-dire avec une envergure au moins municipale, que ça détruise au moins une ville, sinon c'est pas vraiment une guerre, ou disons des tribus qui s'entretuent en bloc, c'est parce que les ressources sont pillées chez les gens. C'est pas l'activité d'un commerçant qui s'achète des armes et qui va décider de défoncer son voisin. Ça, c'est ce que fait la mafia. Il s'arrête assez vite. En général, c'est quelques fusillades, mais c'est pas 2 mois ou 3 ans de guerre à coups de canon à travers la ville. Ça s'appelle une activité d'État. Et ce n'est faisable que grâce à 2 choses. 1, l'impôt. 2, la planche à billets. Et ces 2 choses, l'impôt et la planche à billets, sont des monopoles d'État. Et comme la guerre dépend de l'impôt et de la planche à billets, la guerre est une activité d'État, CQFD. D'ailleurs, si tu aimes les chiffres, puisque tu me cites le Sahel comme exemple empirique, je te suggère plutôt, de te renseigner sur les morts au XXe siècle. Les États au XXe siècle ont à peu près assassiné 270 millions de personnes. Il y a un livre qui s'appelle Death by Government qui parle de ça. Et quand je dis 270 millions, c'est une estimation conservatrice. Sans les guerres, ce sont uniquement les démocides, c'est-à-dire les exterminations civiles par des gouvernements. Sans parler des soldats morts au combat
par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale. 270 millions de meurtres et d'assassinats par les États sur leur propre population au XXe siècle. À côté de ça, les meurtres privés, donc attribués aux crimes privés, mafia et inférieurs, donc tout ce qui ne dépend pas d'une administration publique, c'est environ 5 ou 6 millions, peut-être 7. Donc on a un rapport de 1 à, je sais pas, à 40, 50 entre les deux. Donc ne viens pas me dire que la guerre, c'est pas un truc d'État. D'accord ? Ensuite, il me parle des punaises des hôtels, je ne sais plus pourquoi. Alors ça, j'ai vraiment pas du tout compris. C'est là qu'on flotte vraiment dans des altitudes assez éthérées. Les hôtels sont-ils actuellement responsables des guerres pour avoir reçu de mauvais touristes? Il me dit oui, le Liban, parce que moi je disais, le tourisme c'est d'immigration temporaire, donc si l'immigration permanente c'est du tourisme à long terme ou simplement des gens qui s'installent parce qu'ils ont trouvé un travail et trouvé un logement, ça ne peut pas poser de problème. D'où la remarque du début, s'ils sont de religions différentes, quelle importance, puisqu'ils ont été acceptés, ça prouve que ça ne dérange pas les gens, donc quelle importance. Sinon ils n'auraient pas été acceptés. Tu vois un peu l'enchaînement des choses. Je ne comprends pas l'histoire du Liban avec les hôtels. Est-ce que les hôteliers au Liban, renseignez-moi, auraient ouvert leurs portes à des terroristes qui auraient foutu la merde là-bas ou je ne comprends pas. Quand je parlais des hôtels et des touristes, c'est vraiment encore une fois pour dire que quand tu reçois quelqu'un chez toi et que tu es d'accord avec, ça ne peut pas être une source de problème. Et si la personne commet un crime derrière, elle devra rendre justice, enfin elle devra réparer son crime. Donc on ne sort pas de ça, on ne sort pas de cette responsabilisation, encore une fois par la propriété justement, et par le fait que les gens font attention à qui ils reçoivent chez eux. Moi je n'ouvre pas ma porte à n'importe qui, et normalement un hôtel ou un parc d'attractions, je ne sais pas quoi, qui reçoit du public, un magasin, un restaurant, fait aussi attention à qui reçoit. Il y a des règlements intérieurs, il y a tout un tas de choses qui font que les gens sont quand même filtrés un minimum. Et quand on filtre les gens selon ses propres critères qui correspondent à sa frontière personnelle, c'est-à-dire la frontière privée de ma propriété, ça fait une immigration optimisée. C'est-à-dire que ne traversent ces frontières multiples et privées que les gens qui sont acceptés à chaque fois. C'est donc beaucoup plus efficace qu'une frontière unique au bord du pays, qui est une ligne arbitraire, décrétée par une bande de parasites. Si celui-ci... Alors, sur la qualité d'un invité chez moi, je comprends pas. Alors ça, c'était oui, une question de ma part. Est-ce que mon invité est un con? Alors, il me répond, si celui-ci se prenait à vouloir s'acquérir de vos possessions par la force nécessaire, qui serait l'invité? C'est pas parce qu'il essaye de me voler que je suis plus chez moi. Si un cambrioleur rentre chez moi et me pique des trucs, ça reste mes trucs à moi et j'ai le droit de lui péter la gueule pour les récupérer. En tout cas, j'ai le droit d'exiger réparation devant un juge sans lui péter la gueule, d'accord, pour que le juge lui dise, voilà, et vous devez rendre telle chose à telle personne parce que vous lui avez volé, voici les preuves de sa propriété, parce qu'on a des papiers justement, des factures, je sais pas quoi, des vidéos qui prouvent que c'est à toi. Donc si tu l'as volé à monsieur, tu lui rends. Quel est le problème là-dedans? Je ne sais pas ce qui ne marche pas, quoi. Si un invité rentre chez moi et commence à vouloir m'attaquer pour me prendre mes trucs, je vais commencer par me défendre, le foutre dehors, et puis voilà, quoi. Ou j'appelle mon service de sécurité. Je ne comprends pas l'objection du tout, quoi. J'ai néanmoins la réponse que je suis venu chercher. Je suis bien content d'avoir servi à quelque chose, c'est bien. L'anarcap, c'est juste du marxisme qui a refusé le socialisme, mais la moraline y est fortement préservée. Écoute, si tu veux faire comment ça s'appelle, du mafieux boc-côté, vas-y, fais-le. T'es pas le premier à nous dire ce genre de conneries, hein. Moi, je vais te pisser à l'arrêt, cher anachronique, pas parce que t'as dit ça, mais parce que t'es juste un petit copieur de merde qui a 15 ans de retard. C'était en 2010 ou 2011 que Mathieu Bock-Côté avait sorti cette merde déjà, qu'on est des marxistes de droite, quoi. Donc si c'est tout ce que t'as à dire, c'était pas vraiment la peine de t'user les doigts sur ton clavier graisseux. C'était pas franchement très productif.
La moraline, je vois pas en quoi toi tu en serais dénué avec tes positions, je suppose, de droite nationaliste, parce que quand des gens posent des questions d'immigration en général, c'est des crétins de communistes de droite et autres suceurs de cathédrales. Donc, je vois pas en quoi la moraline ne serait pas distribuée de façon égalitaire entre tous, entre vous et nous, hein, entre vous les collectivistes de droite et de gauche et nous les êtres humains. Maintenant, pour ce qui est du marxisme qui a refusé le socialisme, c'est pas faux en fait. Je te pisse toujours à l'arrêt parce que t'es vraiment un petit copieur de merde, mais c'est pas complètement faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi en fait, pour finir sur une note positive, tu vois, pour dire qu'on se rejoint sur quelque chose, mon petit anachronique. C'est du marxisme dans le sens où il y a une guerre de classe, ça c'est vrai, et c'est ce que disent les marxistes, et les anarcapes vont reconnaître cette guerre de classe, mais ce n'est pas les mêmes classes. Chez les marxistes, les classes qui sont censées être en lutte, ce sont les bourgeois contre les travailleurs, hein, les capitalistes contre les pauvres, enfin ce genre de conneries. Alors que chez les anarcapes, les classes qui sont en lutte l'une contre l'autre, ce sont les parasites contre les êtres humains. C'est-à-dire les gens comme vous qui votaient, qui formaient des gouvernements et qui nous exploitaient à coups de taxes, d'impôts et de réglementations, et qui nous imposaient par la force vos législations de pourriture de merde. Donc ça, c'est la classe des parasites, et tous les gens qui vivent là-dessus, hein, c'est-à-dire tous les fonctionnaires, toute la purée brune de bureaucrates et de sacs à merde de ministères, ça c'est la classe des parasites, et tous leurs copains du capitalisme de connivence, des gens qui sont subventionnés, de toute la chienlit qui draine, qui pompe et qui suce les ressources de l'État par les programmes sociaux et genre de conneries. Tout ce qui est ministère, préfecture, mairie, tout ça, c'est la classe des parasites. Et donc, elle est en lutte permanente contre la classe des êtres humains, qui, elle, produit, agit et fait prospérer la société, malgré la classe des parasites. Donc là, effectivement, si on est sur une guerre de classe, en gardant juste le mot guerre de classe, on a un point commun avec les marxismes. Et qui ont refusé le socialisme, alors ça, c'est entièrement vrai. Alors là, je ne peux pas être plus d'accord que ça avec toi. Donc même si c'était déjà pissé 2 fois à l'arrêt, je te repisse à l'arrêt. Et je reconnais que je le fais cette fois-ci avec amour, voire concupiscence, parce que si ça se trouve, t'es une fille. Refuser le socialisme, c'est tout à fait ça.